Je m'appelle Lavvesa, j'ai 62 ans, et ma maison a cette lumière matinale qui emplit le couloir comme du thé. C'était un jour de ménage, car la poussière avait commencé à aimer la compagnie, et j'avais atteint cet âge où une chambre bien rangée était comme un mot gentil. Mon fils, Rock, est venu m'aider tôt et à l'improviste, comme il le faisait quand il avait encore ses clés et moins de raisons de s'absenter. C'est un homme grand maintenant, plus large que le garçon que j'ai élevé, avec la voix prudente de quelqu'un qui a appris à quel point les mots peuvent blesser. « Où veux-tu que je sois ?» a-t-il demandé, et je lui ai indiqué le placard du couloir, devenu un musée de manteaux que personne ne portait plus, de parapluies qui cassaient toujours au premier coup de théâtre, et de ce caméscope carré qu'on ne jetait jamais, car il enregistrait des anniversaires qu'on n'avait jamais numérisés. On travaillait dans ce quasi-silence convivial des gens qui connaissent leur rythme. L'aspirateur filait tranquillement sur le tapis, l'huile de citron sous mon chiffon réveillait le bois. Rock a sorti les portes du placard de leur rail et les a mises de côté avec un petit grognement, comme il le faisait quand un bocal ne s'ouvrait pas pour moi et qu'il faisait tout un spectacle pour me sauver la mise. « Tu veux garder ça ?» demanda-t-il en tendant une écharpe que j'avais achetée quand je pensais que le jaune me plaisait encore. « Mets-la dans la pile des peut-être, dis-je, parce que je suis généreuse avec les peut-être. On a fait 3 piles, parce que 3 piles donnent l'impression de contrôler, continuer, donner, jeter la montagne de peut-être qui vous trahit toujours. » La maison sentait la poussière, les agrumes et le léger parfum des vieilles clés. Le soleil glissait sur le plancher, pied après pied, jusqu'à ce qu'il trouve une boîte en carton si soigneusement scotchée qu'elle semblait craindre le monde. En haut, de mon écriture tremblante, il y avait une date d'il y a 20 ans et une douce instruction que je n'avais jamais suivie, ouvrir quand vous serez prêt. Il l'a vu à la même seconde que moi. Ses yeux se sont posés sur mon visage, et quelque chose a bougé entre nous qui n'était pas de l'air. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» a-t-il demandé. « Ton enfance, » dis-je en essayant de sourire, ou du moins les parties que je pensais que tu voudrais un jour. Il s'assit en travers du tapis, tel un adulte se repliant sur lui-même, tel un garçon qui avait l'habitude de construire des forteresses là où d'autres posaient leur table basse. J'apportai les ciseaux, et nous coupâmes le ruban adhésif comme un ruban que nous avions tous deux peur de tirer. Dessus se trouvaient des cartes d'anniversaire rongées par le temps. Il en lut une de ses 8 ans, un cœur en désordre parsemant l'écriture de son nom à voix basse. Il y avait un programme de son concert de CM2, où il jouait du triangle avec une grande importance, une balle de baseball à la signature effacée, et un polaroid de lui coiffé d'une couronne en papier, givré au menton. Il posa chaque objet avec soin, comme s'il réparait une horloge où chaque petite vis comptait. Sous les photos se trouvait un cahier à spirale, le genre bon marché qu'on achète parce que l'école l'exige toujours. Sur la première page, de mon écriture alors impeccable, j'avais écrit « Lettre que je te donnerai peut-être plus tard ». À leur vue, mon estomac se serra. J'avais oublié de les écrire non pas les émotions, mais l'acte. Cette façon de mettre des morceaux de soi sur le papier quand on ne trouve pas le bon moment pour parler. Rock leva les yeux. « Tu veux que je te lise ça ? » ?»« Seulement si tu le veux, » dis-je. Et je le pensais. J'ai appris que la permission est un cadeau qu'on peut donner ou refuser. Et une fois qu'on la refuse, la personne qui est avec vous se comporte différemment dans la pièce. On peut fermer la boîte et la mettre dans la pile des peut-être. Il tourna le carnet dans ses mains, tapotant le bord comme un jeu de cartes. Puis il prononça les mots qui marquèrent une pause dans la journée. « Maman, on peut faire ça ensemble ?» C'était une phrase si simple, et elle me tomba dessus comme une pièce dans l'eau, disparaissant et résonnant en même temps. Ni moi seul avec mes souvenirs, ni lui seul avec ses questions. Quelque chose en moi se détendit. « Oui, dis-je, mais lentement. Nous avons établi des règles, parce que les règles rendent les choses difficiles possibles. Nous ne lirions que quelques pages aujourd'hui. Nous nous arrêterions si l'un de nous en avait besoin. Nous n'essaierions pas de réparer 20 ans en 20 minutes. C'était formel et tendre, comme un accord pour aller en forêt et se tenir mutuellement hors de danger. La première lettre, datée de la veille de son premier jour de collège, était pleine de la mère autoritaire que j'avais tenté de cacher à l'époque. Je la lus à voix haute, d'une voix prudente,
comme la façon dont on tient une assiette fragile qu'on a finalement décidé d'utiliser. J'écrivais à ce jeune homme de 13 ans que je voyais comment il se tenait au bord du gouffre, pas encore prêt à se lancer, et qu'il était normal d'être incertain. J'écrivais sur son père, qui travaillait tard cette semaine-là, lui promettant qu'il serait au prochain match. J'écrivais que je l'aimais comme les mères aiment, avec inquiétude et fierté. Quand j'eus fini, la maison bascula. Pas littéralement, mais l'air se réorganisa, comme si une fenêtre dont j'ignorais l'existence s'était ouverte. Je ne me souviens pas que tu l'aies jamais dit comme ça, dit-il. Je ne savais pas comment faire à l'époque, répondis-je. Je pensais que si je disais les passages silencieux à voix haute, cela sonnerait comme un échec. Il hocha la tête, et dans ce hochement, je vis des années de malentendus, lui traduisant mon silence par de la déception, moi traduisant sa distance par de l'indifférence. Les familles, je pense, parlent couramment le mauvais dialecte jusqu'à ce que quelque chose les incite à apprendre le bon. Nous avons lu une autre lettre, puis une autre, une du printemps où son équipe avait perdu tous ses matchs, et j'avais fait semblant de ne pas me soucier de l'importance que cela avait pour lui, une autre le soir où il m'avait appelé de l'université pour me dire qu'il ne serait pas à la maison pour Thanksgiving. Sa voix pleine d'un monde nouveau, mon cœur apprenant à contenir l'espace tout en se vidant. Il y avait des phrases maladroites, d'autres dramatiques. Il y avait des petites vérités que je ne lui avais pas dites, parce que je ne voulais pas que ma tristesse devienne son devoir. Après la 3e lettre, il ferma le carnet et le posa en équilibre sur ses genoux. Le bruit du samedi revint, quelqu'un tondait la pelouse dans le pâté de maison, la bouilloire commençait à ronronner dans la cuisine, les yeux du chat clignaient sur le rebord de la fenêtre, nous pardonnant notre bruit. Maman, dit Roch, et il ressemblait à l'homme qu'il était au garçon qu'il était, tout à la fois. J'ai dit des choses il y a quelques années que je ne peux pas oublier. J'étais en colère, et je ne savais même pas ce que c'était que le travail, le mariage, moi-même. J'avais fait de toi ma cible, parce que tu étais en sécurité. Je m'attardais sur ce mot, en sécurité, et c'était un étrange honneur. J'étais le rivage contre lequel il s'était écrasé, parce que je ne bougeais pas, je n'étais pas parfaite non plus, dis-je. J'avais transformé mes inquiétudes en instructions, et c'était comme si je ne te faisais pas confiance pour vivre ta vie. Il reprit le carnet, mais ne l'ouvrit pas. Il posa sa paume dessus, comme une main sur une porte avant de frapper. Je veux tout recommencer, dit-il doucement. Si tu veux. Si tu ne me laisses pas tout effacer, accepte simplement d'améliorer le reste. C'était inattendu, et ce n'était pas tant dramatique que profondément ordinaire, ce qui est parfois plus puissant. Les gens pensent que le changement viendra comme une parade. Parfois, ça arrive comme un homme dans un couloir, demandant un balai et une chance. Oui, dis-je, et je le pensais jusqu'au fond de mon âme. À une condition, ajoutai-je en riant. Vas-y, répondit-il. Pas de promesses qui deviennent un fardeau, dis-je. On en fait des petites, un peu à la fois. On commence par le déjeuner après avoir fini le placard. On essaie de se téléphoner les dimanches, peut-être 5 minutes, et ce n'est pas forcément nécessaire. Et si l'un de nous se trompe, on s'excuse à voix haute pour que l'autre puisse pardonner. Marché conclu, dit-il en tendant la main, comme dans une réunion d'affaires que je voulais qu'elle soit, un temps, stupide et dur. On est retourné aux piles. C'était presque drôle, comme on peut vite revenir à décider du sort d'une écharpe après avoir réorganisé une relation. J'ai trouvé une vieille étiqueteuse et l'ai fait fonctionner pour imprimer Roch sur une étiquette, parce qu'il aimait toujours les petites choses qui portent son nom. Il rit, puis l'a mis dans sa poche, une petite étiquette en plastique comme une faveur. À midi, le placard commençait à ressembler à un mariage, les gens qui avaient les manteaux comportaient vraiment, la boîte qui disait ils étaient sérieux. Le caméscope fut déplacé sur la table basse avec la dignité d'un ancien attendant que les siens prennent la parole. On a fait des sandwichs dans la cuisine de la dinde pour lui, de la salade aux œufs pour moi et on a mangé debout. On a juré d'arrêter un jour. La bouilloire a enfin bouilli. J'ai servi du thé, il a versé de l'eau, et nous sommes restés près de l'évier, écoutant faiblement le tic-tac de l'arroseur automatique dehors. Puis-je te dire autre chose, demanda Roch, d'une voix pleine de prudence,
celle qui signifie que les mots ont été pratiqués et ne se comportent toujours pas. Bien sûr, dis-je. Je pensais devoir faire de grandes choses pour que tu sois fier de moi, dit-il. Un bureau d'angle, une maison avec un jardin, tout ça. Et quand ça ne semblait pas arriver, je me suis dit que je devrais disparaître jusqu'à ce que ça arrive. Je pris une inspiration, goûtant le citron, la poussière et le soulagement. Rock, si tu arrivais avec rien d'autre que ta voiture et un carton de lessive, je couperais quand même le ruban adhésif pour ça. Toi, dis-je, je suis fière de ta façon de revenir. Tout le monde ne sait pas comment faire. Il regarda l'évier, puis moi. Pendant une seconde, je crus qu'il allait pleurer. Mais il hocha la tête, comme s'il enregistrait une information qui serait utile plus tard, ce qui est une sorte de sauvetage. On a fait la vaisselle, gardant la journée de travail habituelle et sèche. On s'est occupé les mains pendant qu'on avait le cœur serré. À l'étage, l'après-midi commençait à tomber. On a transporté les dons dans le coffre, et il a plaisanté en disant qu'au vide-grenier, le vendeur allait rencontrer la version de notre famille. On était dans l'allée, et on a fait un plan pour le grenier, qui me menaçait depuis des années, une avalanche de tout ce que je n'avais pas décidé. Il a dit qu'il reviendrait samedi tôt, peut-être apporter du café, peut-être n'apporter que lui. Les deux, ça avait l'air bien. Il a regardé le salon avant de partir, comme on regarde une pièce quand quelque chose en soi est à moitié rempli et demande à rester. Encore une chose, dit-il. Si tu es partante, on regarderait une de ces cassettes la prochaine fois. Je veux revoir l'année dont je croyais me souvenir. On le fera ensemble, dis-je. Et je le pensais 2 fois, regarder la cassette, oui, mais aussi regarder comment nos vies se déroulent, en boucle, en pause, et maintenant en lecture. Il m'a embrassé sur la joue, comme il le faisait adolescent, quand il était devenu trop grand pour les anciennes coutumes et en inventait de nouvelles qui comptaient encore. Puis il est parti, la porte claquant avec cette familiarité que l'absence m'avait fait oublier. Aujourd'hui, cela ressemblait à une promesse. Je me suis assise par terre dans le couloir un long moment, non pas parce que j'étais fatiguée, même si je l'étais, mais parce que je voulais immortaliser la journée. Le placard était un rectangle calme et ordonné. Le soleil s'était déplacé, laissant une empreinte lumineuse sur le tapis où Rock était assis. Le carnet attendait sur la table basse, patient comme un bon professeur. Plus tard, j'appellerai une amie pour lui dire que nous avions fait des progrès, ceux qu'on ne peut pas photographier. J'écrirai le mot ensemble sur un post-it et le mettrai dans le placard avec les céréales, pour le voir chaque matin. J'étiquetterai une autre boîte pour Rock quand j'en aurai besoin, et je rirai, car peut-être qu'en vérité, nous y arrivons tous, sans cesse point mais à cet instant, j'ai simplement inspiré et expiré, le doux clic de la maison où j'habite depuis 38 ans, celle qui a supporté mes habitudes et mes hésitations. J'ai pensé que faire le ménage, c'est simplement décider encore et encore ce qui reste et ce dont on a le courage de se débarrasser. Et j'ai réalisé que la phrase inattendue que mon fils m'avait posée n'était pas une question, c'était une invitation. Le samedi suivant est arrivé plus tôt que prévu, comme si la semaine s'était poliment effacée pour laisser place à ce que Rock et moi nous étions promis. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, apportant cette légère odeur de poussière et de vieux bois. J'ai préparé un café assez fort pour tenir debout, avec des toasts beurrés, et posé les tasses sur la table de la cuisine comme un signe de bienvenue discret. Fidèle à sa promesse, Rock est arrivé tôt, tenant une boîte de beignets dans une main et un rouleau de sac poubelle dans l'autre poing. Je pensais qu'on aurait besoin des deux, dit-il, son sourire adoucissant les contours de son visage fatigué. Nous avons commencé par des banalités, celles qui emplissent l'air sans rien exiger, la météo, les aboiements du chien des voisins, la façon dont les prix des supermarchés semblaient grimper du jour au lendemain. Mais au-dessus de nous planait le grenier, avec son plancher de contreplaqué fissuré et ses années de secret. Prêt, demandai-je en saisissant la lampe de poche qui portait encore son autocollant de 2009. L'échelle du grenier craqua sous son poids, une protestation familière. Pendant que je stabilisais la base, je le suivis, l'air changeant, plus dense, plus lourd, comme si les souvenirs avaient été laissés sans ventilation trop longtemps. L'espace sentait le cèdre, le papier et une légère odeur de moisi,
comme une vieille bibliothèque que personne n'avait visitée depuis des décennies. Des piles de cartons encombraient les poutres, des décorations affaissées dans des sacs déchirés, de vieilles valises penchées comme des voyageurs épuisés attendant une voiture. De la poussière flottait dans la lumière du soleil, un millier de minuscules galaxies tourbillonnant dans les rayons dorés d'une seule fenêtre au fond. « Waouh !» murmura Rock. « C'est comme si le temps avait abandonné ici. Nous avons choisi un coin. » Ses mains, fortes mais prudentes, ont soulevé une boîte étiquetée simplement 1995. À l'intérieur se trouvaient des cassettes, des rangées, des étiquettes manuscrites dans mon écriture d'enfant, anniversaire de Rock, Thanksgiving, matin de Noël de maman. Chacune était une petite porte d'entrée vers une vie que nous avions vécue, mais que nous n'avions jamais revue. « Tu veux en regarder une ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'hésitation, comme s'il craignait que le passé ne fasse plus mal qu'il ne guérisse. « Oui », répondis-je, me surprenant moi-même par la constance de ma voix. Nous avons descendu la boîte, installé le vieux lecteur que je n'avais pas utilisé depuis plus de 10 ans, et glissé une cassette à l'intérieur. L'écran a clignoté, les couleurs ont scintillé et tremblé, puis se sont stabilisées. Il était là, à 6 ans, coiffé d'une couronne tordue, debout derrière un gâteau qui semblait bien trop grand pour ses petites épaules. Ses dents manquantes lui donnaient un sourire qui n'appartenait qu'au petit garçon qu'il était. J'ai ri, surprise par le son de ma voix d'enfant sur l'enregistrement. « Regarde-toi » ai-je murmuré. Rock s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, ses yeux ne quittant pas l'écran. « Tu te souviens de cette couronne, dit-il. Tu l'as portée pendant 7 jours d'affilée. Tu as dit, même à l'épicerie, que ça rendait les pommes meilleures. » La vidéo continua, chantant, applaudissant, la flamme de la bougie vacillante devant lui, un souffle impatient l'éteignit. Alors, le silence remplit la pièce lorsque la cassette se termina, plus lourd que le bruit ne l'avait été. « C'est étrange, » dit Rock après une longue pause. « C'est comme regarder une preuve de quelque chose que j'avais oublié était réel. » Nous ne dîmes pas grand-chose pendant que nous rembobinions la bande et la remîmes doucement dans sa manche. Au lieu de cela, nous en cherchâmes une autre, celle-ci intitulée Thanksgiving 1994. L'écran montrait ma mère à la table à manger, son tablier saupoudré de farine, son rire remplissant la pièce. Elle était partie depuis des années, mais à cet instant, elle revivait dans ses gestes et sa façon de taper des mains avant de servir. J'ai dégluti avec difficulté. Je ne pensais pas me souvenir de sa voix. J'ai posé ma main sur la sienne sans parler, certains silences sont trop sacrés pour être comblés. Nous avons regardé 3 cassettes ce matin-là, chacune déballant un morceau de nous-mêmes, un matin de Noël où le sapin penchait parce que le support était cassé, une pièce de théâtre à l'école où Rock marmonnait son texte, trop timide pour regarder le public. Un pique-nique d'été où la caméra penchait parce que je riais trop fort pour la tenir droite. Après la fin de la dernière cassette, Rock s'est adossé au fauteuil, le visage entre les mains. « J'avais besoin de ça », a-t-il finalement dit. Pas seulement des souvenirs. Toi, moi, ensemble. Ces mots m'ont touché dans des endroits que je croyais froids. J'en avais besoin aussi, dis-je. Je ne réalisais pas à quel point. Nous n'avons pas beaucoup nettoyé ce jour-là. Le grenier est resté quasiment intact, encore chargé de cartons. Mais quelque chose en nous a changé. Nous avions percé des années de silence et trouvé, non seulement de la poussière, mais des fragments de joie attendant d'être redécouverts. Avant de partir, Rock m'a serré dans ses bras plus longtemps qu'il ne l'avait fait depuis des années. La semaine prochaine, m'a-t-il dit dans l'épaule, ouvrons d'autres cartons. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais certaine que la promesse tiendrait. Cette nuit-là, seule, j'étais assise dans le silence de la maison, le faible murmure du vent contre les murs remplissant la pièce. Je pensais que la vie ne se résume pas à ranger les placards ou les greniers, mais à dépoussiérer les parties de nous-mêmes que nous avons trop peur d'aborder. Les mots inattendus de la semaine précédente avaient entamé quelque chose de fragile et de nouveau. Maintenant, avec les cassettes, les lettres et les accords discrets entre nous, nous étions en train de reconstituer un langage d'amour qui avait toujours été là, attendant simplement que nous le parlions. Tandis que la maison s'installait dans son silence nocturne, je murmurais au silence, on y arrive.
Et dans ce murmure, il y avait une promesse, non pas de tout réparer, mais de continuer à essayer, ensemble, un carton à la fois, une conversation à la fois, jusqu'à ce que le passé et le présent trouvent un moyen de coexister dans la lumière douce de notre maison.